Salut et bienvenue sur la chaîne Maki Cycling. Ici, je te parle de vélo sous toutes ses formes et en particulier d'ultra cycling. Bon, là, tu as remarqué, je suis pas du tout en tenue, on est en ville. Aujourd'hui, j'ai décidé d'aller faire un test d'effort en laboratoire. C'est le début de saison, tu l'auras remarqué, il fait froid, on est au mois de janvier. Je t'emmène avec moi faire le test. Bienvenue au laboratoire de Volo d'Haleine. Merci. Je te laisse du coup te changer peut-être au vestiaire et puis on se retrouve d'ici quelques minutes pour l'accueil et présentation. Parfait. À tout à l'heure. Bon bah, place à l'intro. Salut Amélie, merci de m'accueillir ici. Donc aujourd'hui, je te rejoins pour faire un test d'effort. Est-ce que je peux te proposer de déjà te présenter, puis peut-être nous présenter aussi l'endroit dans lequel on se retrouve aujourd'hui? Oui, merci. Bienvenue Marjorie ici dans ce laboratoire de l'effort. Alors moi c'est Amélie, je viens d'un parcours plutôt académique. J'ai fait des études de sciences du sport à l'université de Lausanne. Et puis ensuite je me suis rapidement retrouvée sur le terrain. Dans un centre qui s'appelle Motion Lab, un centre de sport où il y a vraiment des médecins du sport, des physiothérapeutes, de la préparation physique et une partie physiologie pour laquelle j'étais responsable. Et donc là-bas, j'ai vraiment pu acquérir pas mal d'expérience dans tout ce qui est testing physiologique, entraînement, vraiment dans la thématique de l'endurance. Et puis aujourd'hui, j'ai créé Test & Perf. Test & Perf, c'est vraiment de l'accompagnement sportif autant sur du bilan physiologique, des tests à l'effort, que du coaching, que de l'optimisation de la performance ou du monitoring de certains paramètres physiologiques dans le cadre de la récupération par exemple. Okay. Et puis je donne aussi des cours de ski de fond parce que c'est aussi ma spécialité sportive. Et puis j'ai fait de la compétition en ski de fond auparavant. Et aujourd'hui je donne de la formation pour des moniteurs et des entraîneurs de ski de fond. Et puis je profite aussi de donner des cours de ski de fond à des gens qui voudraient s'améliorer ou découvrir ce sport. Voilà. Ok, si je veux me mettre au ski de fond, au moins je sais à qui m'adresser. Exact. Bien. Mais ça me fait presque peur cette présentation. Je me dis qu'on va faire un test, c'est vraiment axé performance du coup, si je comprends bien. Alors pas vraiment, ça s'appelle Test & Perf parce que ça a une visée de testing et puis de performance, mais performance pour un large public finalement. Ouais. Ça s'adresse autant à des sportifs amateurs que simplement des sportifs qui aimeraient reprendre une activité physique, par exemple, ou à des gens un peu plus expérimentés et confirmés, sportifs d'élite qui voudraient aussi pouvoir se tester et progresser. Finalement, qu'on soit débutant, qu'on se remette en forme, ou peut-être aussi, je sais pas, après une problématique de santé, si on a envie de se remettre au sport, on peut complètement venir te voir pour faire un test en laboratoire et puis envisager finalement une remise en forme ou une performance dans le cadre d'une compétition par exemple. Oui, exactement. C'est vraiment post-blessure pour la reprise de l'entraînement. Pour quelqu'un qui aimerait s'initier dans une discipline et puis qui ne se connaît peut-être pas forcément, le test d'effort, il est vraiment là pour apprendre à se connaître dans un premier temps, faire un bilan de ses capacités physiques et puis aussi peut-être pour évaluer et comparer ses performances d'une fois à l'autre. Donc vraiment, pour tous, bienvenue pour un test d'effort. Ok, donc moi aujourd'hui, on est au mois de janvier. Ça fait un petit moment que je m'entraîne plus trop à fond, donc c'est vraiment le début de saison. L'année dernière, je dirais que j'ai pas eu une saison exemplaire. J'ai pas pu m'entraîner comme je le voulais. Bon, circonstances atténuantes. Est-ce que tu penses que là, c'est le bon moment pour moi de venir te voir ou c'est un peu superflu de venir faire un test d'effort alors qu'on est en début de prépa? Non, je pense qu'au contraire, c'est le bon moment. Pour autant que tu aies déjà fait quelques minutes de vélo avant, je pense que vraiment l'intérêt d'un test d'effort, c'est aussi de venir quand on n'est pas complètement entraîné. Au contraire, ça permet vraiment d'avoir des données de notre état actuel de performance pour pouvoir, à partir de ces données-là, s'entraîner juste, éviter de se blesser ou de se surmener parce qu'on partirait sur des bases en fait, qui ne sont pas actuelles. Et je pense que c'est d'où l'intérêt de faire un test en début de préparation. Ok. Et donc là, si on parle de temporalité, finalement, le début de préparation, je comprends que je suis dans le bon timing. Là, j'ai repris les entraînements il y a à peu près un mois et demi. Bon, je suis un peu tombée malade.
Donc là, je suis quand même un petit peu sur les rails. Est-ce que tu penses qu'il y a un autre moment dans la saison où il faudrait refaire un test, ou une fois par année, ou une fois tous les 3 ans même, ça suffit? Alors, je pense que c'est important d'en faire assez régulièrement. C'est-à-dire qu'un premier test de toute façon, et puis après, en fait, tant qu'on a des données sur lesquelles on a envie, des données objectives, eh ben, elles nous permettent aussi de mesurer une progression, de mesurer une évolution. Et puis du coup, je pense que ça vaut la peine de venir refaire un test, parce que peut-être que dans 3 mois, tu auras entrepris un autre cycle d'entraînement, tu auras développé d'autres capacités qui sont intéressantes d'évaluer pour pouvoir réajuster l'entraînement aux besoins et puis être sûr qu'on est sur le bon chemin finalement. Ok. Et du coup, tu me dis de refaire des tests régulièrement. Moi, je sais que mon coach, il me programme comme ça de temps en temps des tests. Un test FTP, un test PMA. Bon, j'avoue que j'ai un peu de la peine à comprendre les différences. Peut-être tu pourras nous indiquer un peu plus spécifiquement. Et puis, je sais que j'ai fait par exemple un test FTP, montée en puissance, mais il me semble que c'est un petit peu ce qu'on va faire aujourd'hui. En tout cas, sur le papier, ça y ressemble. Quel est l'intérêt de finalement ces différents tests, et puis en quoi le test ici en laboratoire va être peut-être complémentaire à ce que j'ai pu faire sur Swift à la maison? Oui, alors c'est vrai que les tests FTP et les tests PMA sont souvent proposés dans les entraînements comme Swift pour avoir quand même quelques données personnelles du moment. Après, ça reste quand même des données isolées qui reflètent d'une certaine intensité. Encore faut-il que, tu vois, peut-être toi tu te connais assez, tu as l'habitude et tu sais ce que c'est qu'un effort FTP. Donc un effort FTP, peut-être pour ceux qui ne le savent pas, c'est un effort de 20 minutes où le but c'est d'arriver à maintenir la puissance la plus élevée sur ces 20 minutes-là. Et puis c'est un effort qui est peut-être pour certains difficile à gérer. Et donc il y a peut-être le risque de partir trop vite, de s'écrouler à la fin de la durée des 20 minutes. Et puis on peut sous- ou surévaluer cette donnée-là si en fait le protocole n'a pas été réalisé dans les conditions les plus standardisées, je dirais. Donc c'est toujours un petit peu ça le souci. Pareil pour un test de PMA. Donc un test de PMA, la PMA c'est la puissance maximale aérobie. Et puis c'est cette puissance qu'on reflète ou qu'on met en relation avec une consommation maximale d'oxygène. Alors cette valeur maximale, elle est intéressante, elle permet d'avoir un indicateur, mais finalement qu'est-ce que ça correspond en fait? Comment est-ce qu'on arrive après à le transvaser ou à le transposer sur le terrain et sur l'entraînement? Parce que finalement cette valeur maximale, c'est un chiffre, mais après nous, il y a souvent des pourcentages de ce chiffre-là. On va dire que si tu veux faire de l'endurance, il faudrait être entre 50 et 60% de cette PMA. Alors qu'en fait, toutes les données qui vont en dessous de cette PMA, elles sont hyper individuelles. Et il y a plein de choses qui se passent avant d'arriver à PMA qui font que si on se base uniquement sur cette valeur finale, il y a quand même un risque que des gens qui veulent faire de l'endurance et puis qui se mettraient par exemple à 60% de cette PMA, soit peut-être finalement toujours en sur-régime parce que ce pourcentage théorique, il est trop élevé pour ce genre de personnes, alors qu'il serait peut-être trop bas pour une autre. Donc voilà, je pense que c'est vraiment ça l'intérêt d'un test d'effort, c'est d'ajouter en plus vraiment toutes ces données et ces valeurs intermédiaires qui finalement sont hyper individuelles d'une personne à l'autre et qui dépendent de la période de l'année, de l'entraînement et de plein d'autres choses individuelles finalement. Ok, donc si je comprends bien, là je commence à être rassurée parce que justement ce genre de test sur Swift comme la PMA ou la FTP, j'en ai fait un récemment d'ailleurs, comme tu viens de l'expliquer, que j'ai complètement foiré. J'avais pas du tout réussi à tenir les 20 minutes. Je suis pas partie trop haute, mais je crois que j'étais pas tout à fait en condition, puis je me suis pas tellement écoutée. Et puis au bout de 10 minutes, je crois que je vomissais dans ma bouche. C'était vraiment raté. Ouais, ce sera moins pénible que ça quand même aujourd'hui, à part sur la fin où voilà, quelques petites minutes de souffrance supplémentaire. On verra ça. Mais du coup, ce que je comprends bien aussi aujourd'hui, c'est que finalement, c'est pas uniquement la réussite du test dans le sens où réussir à tenir la valeur pendant les 3 minutes qui vont permettre de déterminer mon test, mais finalement plein d'autres valeurs qui vont être surajoutées et qui permettront d'avoir vraiment un résultat très fiable pour s'entraîner ensuite dessus. Ouais, c'est exactement ça. En fait, là vraiment, on va regarder ta puissance. C'est le facteur externe qu'on voit finalement, mais on va aussi mesurer plein de facteurs internes.
de paramètres internes comme la fréquence cardiaque, Ouais. mais aussi la lactatémie, donc c'est une petite goutte de sang qui nous permet aussi de voir dans quelle filière énergétique ou comment est-ce que ton métabolisme fonctionne à l'effort. Ouais. Et puis on a la chance aussi aujourd'hui de mesurer tes échanges gazeux et donc d'obtenir encore des données supplémentaires comme ta ventilation, ta consommation d'oxygène, ce que tu vas produire comme CO2. Et donc tous ces paramètres internes sont hyper importants finalement pour individualiser au mieux et te donner le maximum d'informations individuelles et personnelles pour que tu puisses entreprendre tes entraînements de la meilleure des manières. Ok Marjorie, je vais te faire passer juste un petit questionnaire, petite anamnèse, histoire de poser un petit peu 2-3 informations importantes. Ce questionnaire, il est aussi là pour que si tu reviens dans quelques mois, on puisse refaire état des conditions dans lesquelles on était la dernière fois et puis qu'on puisse se baser sur des choses concrètes, quoi. Ouais. Alors voilà, je crois qu'on arrive au terme de mes questions. Les questions là, c'était vraiment pour avoir une anamnèse générale sur ton état de forme, ta santé et puis la période aussi de l'entraînement. Ces questions-là, elles permettent aussi de standardiser au mieux quand même le début du test. Okay. Avec typiquement des recommandations quand même avant que tu viennes. Et puis après sur place, peut-être que si tu reviens dans quelques temps, on saura que la dernière fois, tu étais à tant d'heures d'entraînement par semaine. Et puis peut-être dans 3 mois, on sera sur un autre volume, par exemple. Ok, parfait. Nickel. Du coup, allez, c'est parti, ouais. Ok, alors on va passer à l'étape suivante. Avant que tu fasses ton échauffement, donc je t'ai équipée de la ceinture de fréquence cardiaque et puis là je vais te mettre le masque dans lequel tu vas respirer pendant le test. Mais avant ça, j'aimerais juste mesurer certaines données au repos. Donc on va faire une spirométrie d'avant-effort, c'est-à-dire que tu vas essayer d'expirer le maximum d'air possible pendant une seconde en fait. Et puis on va essayer de regarder s'il n'y a pas déjà là des obstructions ou des restrictions au repos, parce que des fois on peut diagnostiquer des problèmes ventilatoires au repos, des allergies, de l'asthme qui apparaissent déjà avant l'effort et puis qui s'aggravent pendant l'effort après. Okay. Donc la première chose que tu vas faire, tu vas inspirer, donc gonfler tes poumons jusqu'à ce que tes poumons soient complètement remplis. Une fois que c'est comme ça, donc tu peux inspirer par la bouche ou par le nez. Tu vas expirer le plus vite possible et le plus fort possible, ok? Alors, tu peux inspirer. Et à fond. Allez, pousse, encore. Tiens. Reprends à fond. Et respire normalement. Nickel. Ok, donc moi, ce que je regarde, toi, tu es quelqu'un de sportive, donc tes capacités ventilatoires devraient être au-dessus de la norme, ce qui est le cas. On a des valeurs qui sont au-dessus de la norme de la population générale. Donc là, c'est relatif à ton âge, ton sexe et ton poids. Ok, donc là, ça fait 10 minutes à peu près que je m'échauffe, vraiment très léger. Et puis, tu m'as déjà pris du sang. Donc raconte-nous pourquoi tu m'as pris du sang. Oui, alors là, un petit échauffement, je t'épargne le masque. Tu vas l'avoir assez longtemps pendant le test. Là, je t'ai pris une petite goutte de sang pour mesurer ton taux de lactatémie sanguin. Et moi, ça me permet en fait de regarder si l'échauffement il est adapté, si on n'est pas déjà dans des charges qui sont trop élevées. Le but, c'est vraiment de partir sur une charge légère, qui soit vraiment facile, pour qu'on puisse vraiment mesurer cette baseline d'endurance en intensité vraiment légère. Okay. Donc une première petite prise pour voir où tu en es. Et puis comme ça, après, on peut démarrer sur la charge adaptée. Ok, ça va faire mal? Ça va aller, il y aura un long moment qui sera tranquille sur des charges que tu as l'habitude de rencontrer à l'entraînement. Ouais. Après, on va avoir une petite phase un peu plus compliquée, mais qui dure pas trop longtemps. Et puis à la toute fin, je dirais qu'il y a 3-4 minutes où il faudra serrer les dents. Ok. Mais pas de stress, vraiment, c'est vraiment comme si tu démarrais un entraînement à plat, et puis que gentiment, la pente, elle augmente progressivement, jusqu'à ce qu'elle soit vraiment très raide. Okay. Et puis là, il faut serrer les dents avant de rebasculer en haut du col. Ok, donc il faut s'imaginer sur le Mont Ventoux. Exactement. Le Mont Ventoux, c'est long, mais c'est beau. Mais et à la fin, on est content de l'avoir fait. Ok, parfait. Ok, donc
comme je t'ai expliqué avant, là, on va mesurer ta fréquence cardiaque pendant tout le test, la mesure des échanges gazeux, donc consommation d'oxygène, production de CO2, ta ventilation. Et puis, je vais te prendre une petite goutte de sang aussi sur chaque palier du test. Le protocole, on commence à 70 watts, ok. Et puis, toutes les 3 minutes, on va augmenter de 30 watts. Le but, c'est d'aller le plus loin possible dans le test. Vers la fin, les paliers seront probablement un tout petit peu plus courts, jusqu'à ce que tu arrives à épuisement. Okay. Et puis moi, je vais aussi te demander où est-ce que tu te situes sur une échelle de Borg en termes de perception de la difficulté de l'effort. Ok. Tu peux me montrer l'échelle? Ouais. Voilà, donc là, si je peux déjà te demander où tu te situes actuellement, donc 0, tu es sur ton canapé, 0 effort, et puis 10, tu n'arrives plus à garder la cadence des pédales du vélo. Ouais. Là maintenant, tu te situes où? Ouais, c'est 2. 2, dans le très facile? Ouais, 2, 3. Ok. Ouais, j'ai chaud, mais... Ouais. Mais au niveau musculaire et ventilatoire, on est plutôt à 2, 3. Ouais. Parfait. Alors, je vais te prendre une petite goutte de sang. Les valeurs de lactatémie sont bien. On va passer à 100 watts. Allez, c'est parti pour 100 watts. Donc là, sur l'écran, on peut voir la charge actuelle sur le vélo. Donc, on est à 100 watts. On a tes données de fréquence cardiaque, ta fréquence respiratoire, les litres d'air que tu ventiles par minute. Et puis ici, ça c'est vraiment c'est ce qu'on appelle le quotient respiratoire. Ça nous donne un indicateur entre ce que tu produis comme CO2 et ce que tu consommes comme oxygène. Et puis cet indicateur-là, souvent, il nous renseigne sur l'intensité de l'effort, sur quel substrat énergétique tu es en train d'oxyder. Ok, dans moins d'1 minute, on va passer à 130 watts. Allez, c'est nickel. Tourne bien rond, essaye de tirer autant que tu pousses. De stabiliser un petit peu ton bassin. Allez, c'est bien. Et tu expires. C'est parfait. Ok, encore 10 secondes sur ce palier. On passera ensuite à 210 watts. Allez, on approche gentiment du seuil. Allez, c'est parti pour 220 watts, pardon. Allez, c'est parfait là. Allez, allez, allez. Allez, il reste encore quelques minutes pour finir ce col. On s'accroche. Allez. Là, c'est dans la tête. Est-ce que tu arrives à me dire où tu te situes? 6. Ouais. Allez, c'est bien. Allez, concentre-toi sur ta respiration. Expire bien. Voilà, nickel. Allez, reste 1 minute dans le palier. Allez, on va passer à 250 watts. Allez, c'est parti. T'es capable. Allez, accroche-toi. Allez, c'est nickel. Allez, allez, allez. Allez, 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 allez. Allez, ça vaut la peine d'arriver en haut là. Allez, il y a des encouragements. Les filles à côté de toi, elles sont autant fatiguées que toi, donc on s'accroche. Allez, t'as plus de résistance. On s'accroche. Allez, allez, allez. Allez, regarde là, on est où? 7, ok. Allez, on s'accroche. Allez, 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 allez. Allez, c'est bien, t'as 8, ok, ok, ok. Allez, 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 allez. Allez, on change le palier suivant. 1 minute, 208 watts, c'est parti. Allez, on s'accroche. Allez, go, 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 go. Ok, bien joué. Bien. Le linge, ça va. Ouais. Bravo. Ok. Et à la fin, on était à 9-10. Ouais. Puis le masque, le fait de ne pas avoir... Ouais, tout d'un coup, ça te prend. Bon, c'était un test qui était vraiment difficile. Là, vraiment, on peut dire que je suis allée au bout de moi-même. Après, c'était quand même beaucoup plus stimulant que quand je suis sur Zwift, toute seule à la maison, où j'ai très rapidement ma tête qui me dit d'arrêter.
Alors que là, j'ai vraiment senti que voilà, j'avais autant la tête, le souffle, les muscles. Je ne pouvais pas aller plus. Et du coup, voilà, je suis assez fière d'avoir réussi ce test. C'est quand même un petit peu stressant aussi de venir, de faire déplacer du monde pour faire un test et d'avoir peur de l'échouer. Donc au moins là, c'est pas le cas. Je vois que je suis encore bien essoufflée en vous parlant. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre un petit moment pour moi, aller me doucher. Puis on se retrouve tout à l'heure pour les analyses. Ok, t'as récupéré de ce test d'effort. Ouais, là maintenant ça va. Je suis douchée, je suis propre, je transpire plus. Ouais, ça c'est des fois ça le problème. Ouais. Avec un petit café, bon, parfait. Donc, donc c'était une première pour toi ou tu avais déjà fait un test d'effort auparavant? Non, j'avais déjà fait un test d'effort, j'en ai fait plusieurs. J'en ai fait en course à pied. Ouais. Où là, c'était quand même un peu difficile. J'avoue que la course à pied, j'avais l'impression que le tapis allait aller plus vite que moi et j'avais peur de tomber. Donc là, au moins, j'avais pas peur de tomber. J'en ai déjà fait sur le vélo, mais vraiment par un ancien coach en fait. Et puis, donc voilà, là, ça faisait longtemps que j'en avais pas fait un. Ça vaut vraiment la peine de revenir aujourd'hui. Ouais, trop bien. À la fin, t'avais plus mal aux jambes? C'était plus les jambes qui te limitaient ou t'avais l'impression que c'était plus au niveau du souffle, au niveau cardiovasculaire? Ouais, je crois que c'était vraiment un mélange entre le souffle et puis un peu les trois. Ouais. Le souffle, la tête qui me dit non mais de toute façon tu devrais déjà avoir arrêté. Ouais. Et puis les jambes en fait, dès le moment où on ralentit aussi un petit peu la cadence, la machine elle est tellement forte que c'est difficile de réaugmenter la cadence. Puis ça se voit, je crois que dans les dernières secondes, finalement, j'ai une cadence tellement basse que j'aurais jamais pu relancer en fait. C'est ça, de toute façon, on le voit de toute manière. Hein. Je crois qu'avant que tu arrêtes complètement le test, tu avais vraiment une cadence assez fluide. Et puis vers la fin, musculairement, on n'arrive plus à donner le dernier coup de pédale pour tenir. Mais en tout cas, moi, je te félicite. C'était dans l'ensemble un très bon test. Dans un premier temps, parce que tu as vraiment atteint les critères d'épuisement finalement. Tu as une lactatémie que j'ai mesurée au bout du doigt qui est au-dessus du minimum attendu. Ouais, généralement, on dit qu'il faudrait atteindre au minimum 8 millimoles par litre de lactate. Et puis toi, tu étais en fin de test à presque 14. Donc, ça montre quoi? Ça montre que tu es capable de te mettre dans le dur, que mentalement, tu as quand même de la résistance. Ouais. Et puis, ça montre aussi que probablement que, on en a parlé un petit peu avant, mais tu fais souvent ce genre d'effort où finalement tu te mets dans le rouge, quoi, avec tes entraînements sur home trainer ou comme ça. Ou en course aussi. Ou en course, etc. Voilà. Jusqu'à présent, est-ce que tu as plus fait de l'endurance, plus fait des entraînements de haute intensité, un peu des deux? Tu dis dans la saison ou dans mon parcours de sportive? Non, je dirais ces derniers temps, quoi, derniers mois, dernières semaines. Dans l'endurance, pas non plus énormément parce que c'est vrai que comme on est en plein hiver, que j'ai fait une pause sportive sur l'hiver, et je dirais que mes dernières sorties longues de 3, 4, 5, 6 heures, ça date. C'est ça. D'autant plus que cette année, l'année dernière, j'ai eu un accident, donc c'est vrai que j'ai réduit mes sorties longues que je pouvais faire habituellement. Donc je suis plutôt actuellement sur des plus courtes intensités. Ouais. Alors je dirais que ça se voit sur le profil global des mesures qu'on a eues sur l'ensemble du test. Peut-être pour aller un petit peu dans l'ordre. Donc tu as terminé le test avec une puissance maximale aérobie. Encore une fois, c'est pas la valeur la plus importante du test, mais on était sur le palier de 280 watts. Quand tu n'as pas terminé le palier là. Donc moi, j'ai estimé cette puissance maximale à 260 watts. Parce que c'est la puissance finalement que tu réussis à tenir en fin d'effort sur 1 minute. Donc ça, c'est la PMA. Ça, c'est la PMA. Ok. Ouais. Ensuite, ta fréquence cardiaque maximale, elle a été mesurée à 174. Là, c'est 173, mais je l'ai rechangé, la fréquence cardiaque maximale, 174 battements par minute. Ok. Et puis la fréquence cardiaque maximale, est-ce que ça, on peut considérer que c'est ma fréquence cardiaque maximale absolue ou pas? Parce que là, ça me paraît assez bas. Bas, ouais. Alors écoute, sur le test, c'est ce que moi j'ai mesuré sur le test. Il faut savoir que sur le vélo, tu auras tendance à avoir une fréquence cardiaque un peu plus basse que si je te fais faire le même test en course à pied, parce que y a pas l'histoire de la gravité
qui rentre en jeu parce que la masse musculaire elle est plus faible que si tu faisais de la course à pied. Donc on aura tendance à avoir des valeurs plus faibles. En course à pied, il faut toujours s'attendre à avoir entre 5 et 10 battements de plus par palier. Après nous, ce qu'on a mesuré sur le test, c'est finalement ta cinétique cardiaque dans un premier temps. On a regardé comment évoluait ta fréquence cardiaque et puis ce à quoi on s'attend c'est que finalement cette fréquence cardiaque elle augmente de manière linéaire. Et puis c'est plus ou moins aussi ce qu'on voit ici. Plus l'effort est intense, plus tu dois envoyer du sang dans la circulation. Et donc voilà, ces valeurs elles sont hyper linéaires jusqu'à 174 battements par minute. Et puis moi je me base là-dessus aussi pour après te donner des zones d'entraînement qui correspondent à ces fréquences cardiaques. D'accord. Ok. Après dans un deuxième temps, on a mesuré sur chaque palier la lactatémie. Cette lactatémie, elle nous indique quel substrat énergétique tu es en train de métaboliser à l'effort. Donc plutôt du glucose, plutôt des lipides. Voilà, exactement, plutôt des lipides, plutôt des glucides. Et puis, ça nous permet aussi de voir à partir de quand est-ce qu'on a un changement d'état interne. Et puis, en fonction de ces changements-là, nous, on va pouvoir te donner des seuils lactiques que moi, je couple avec la ventilation. Parce que j'ai la chance d'avoir les masques, finalement, on a pu mesurer ta ventilation, ta VO2 et ton CO2. Et puis, en fonction de tous ces paramètres-là, on a encore une indication supplémentaire qui nous permet d'évaluer des changements d'état interne aussi au niveau ventilatoire. Au niveau de la ventilation, le premier seuil, par exemple, le premier seuil ventilatoire, il est marqué par le fait que tout d'un coup, il y a une première adaptation ventilatoire. Parce que plus la charge elle augmente, plus toi, tout d'un coup, tu vas devoir alimenter tes muscles en oxygène. Et puis, on commence aussi à avoir une production de CO2 qui est de plus en plus importante. Et puis donc, toi, en fait, comme ce CO2, il augmente un tout petit peu, tu dois l'éliminer, ce CO2. Et donc, du coup, ta ventilation, elle va augmenter un petit peu. Donc en fait, c'est tous des paramètres qui permettent d'être vraiment de plus en plus précises sur le fait d'avoir des zones sur lesquelles se référencer, que ce soit au niveau de la puissance, soit au niveau des pulsations. Exact. D'accord. Mais ça, j'ai pas besoin de trop m'en inquiéter du coup. Non, c'est ça. Moi, ça, c'est mon job. C'est moi qui ai analysé et la ventilation et le lactate pour pouvoir te donner à toi des zones. Et toi, ce que tu vas retenir, c'est vraiment tes valeurs de puissance et de fréquence cardiaque en fonction des seuils que je t'aurais élaborés. Puis là, maintenant, j'ai une petite question parce que c'est vrai que on a parlé de la fréquence cardiaque, la valeur, et je me dis, mais en fait, quand il va faire chaud, parce que là encore, il faisait chaud, je transpirais, il y avait le ventilateur, mais il faisait chaud. Mais je vais aussi faire du vélo dans des conditions où il va faire beaucoup plus chaud. Donc là, je vais plutôt aller me référencer sur du coup la puissance. Alors, pas totalement, mais ta question est bonne parce que la fréquence cardiaque, elle a tendance quand même à changer un tout petit peu en fonction des conditions externes. Il peut y avoir la fatigue. Donc typiquement, tu as une grosse journée de travail ou tu es un peu stressé en ce moment, et tu vas t'entraîner, tu vas regarder ta fréquence cardiaque et il se peut que pour une puissance qui normalement équivaut, je sais pas, à 130 pulsations minute par exemple, et peut-être qu'un jour tu seras pour la même puissance à 135, 138 ou plus. S'il fait chaud pareil, ta fréquence cardiaque elle aura tendance à augmenter aussi un peu. Et donc ça, je pense que dans ce genre de conditions-là, on a meilleur temps de se référer ou de revenir à des valeurs de fréquence cardiaque. Parce que finalement, c'est quand même ton état interne qui est plus important si tu dois t'écouter et puis respecter au fait ces zones-là. Par contre, si tu te mets dans des entraînements où tu veux chercher à faire de la haute intensité, et puis finalement, dans la très haute intensité, les watts, c'est les watts. Enfin, on veut plutôt avoir une référence en termes d'intensité, de puissance. Là, tu peux rester sur des valeurs de watts que tu as l'habitude ou que je t'aurais donné dans le rapport. Mais c'est vrai que quand je pars sur une course, je sais que sur les premières minutes, voire les premières heures, j'ai tendance à être très haut en pulsation. Puis au début, j'avais tendance à me dire, non, tu vas regarder par rapport à ta puissance et puis tu avances par rapport à ta puissance. Et puis en fait, maintenant, j'ai changé. Maintenant, je me suis dit, non, si mon cœur il bat à 180 et puis que j'ai ma puissance idéale pour la longue durée, je vais plutôt essayer de baisser mes pulsations pour pas manger finalement mon sucre trop vite, quoi. C'est exactement ça. Donc il faut savoir un peu jongler avec les deux. Ça. Alors après, voilà, si ça reste un entraînement où l'objectif
c'est de faire de la qualité et puis peut-être de rester dans une zone d'endurance, moi je préconiserais plutôt de rester sur la fréquence cardiaque. D'accord. Et puis si l'objectif c'est de se baser sur une valeur de puissance parce qu'on veut essayer de jouer avec le seuil, le deuxième seuil par exemple, et là ça va être plutôt de se référer sur cette puissance, sur cette valeur de watts pour essayer d'être dans la zone cible finalement. Ok, super intéressant. Ça marche ? Ouais, ça marche. Si je te montre un tout petit peu la lactatémie. Ouais. Donc la courbe noire. La courbe noire qui augmente de manière exponentielle, on peut dire. Ouais. Ces valeurs-là, elles me permettent d'évaluer et de te dire dans quelle filière énergétique tu es et puis finalement dans quelle intensité tu es. Ouais. Au repos ou dans des efforts modérés, on va avoir une valeur de lactatémie qui est dans des valeurs dites de repos. Ouais. Okay, on n'a jamais eu un lactate à 0, on va toujours avoir des valeurs de lactatémie ça dépend des personnes, mais un peu en dessus de 1, en dessous de 1. Okay. Et puis, quoi qu'il en soit, ces valeurs, elles sont plus ou moins stables. D'accord. Et puis ça nous indique que toi, majoritairement, tu es en train d'oxyder des lipides, des graisses. D'accord. Des graisses, on en a largement assez dans l'organisme, stockées un peu partout dans le tissu adipeux. Et puis, quand l'effort est facile, nous, on va privilégier ce substrat énergétique. D'accord. Parce que c'est ce qu'on a en majorité. Et puis, on va mettre de côté nos réserves de glycogène pour après, quand ça devient vraiment primordial de les avoir. Ok ? Oui. Et donc, quand ces valeurs-là, elles restent assez faibles, ça nous montre que toi, tu es essentiellement dans une zone d'endurance, finalement. Et puis, quand tout d'un coup, on a un décrochement de ces valeurs-là, un peu plus importante, ça nous montre que tout d'un coup, hop, on a un changement d'état et puis on a une augmentation de cette consommation de lactate. Il faut savoir que le produit final de la consommation des sucres, c'est la lactatémie. Et donc, plus tu consommes des sucres, plus tu vas produire du lactate. D'accord. Et donc, plus tes valeurs de lactatémie sont importantes, plus moi, ça me montre que tu utilises de plus en plus des sucres. D'accord. Ok. Donc là, on voit que le lactate, il augmente progressivement, mais pas trop. Et moi, ça me montre en fait que comme tes valeurs restent passablement pseudo-stable, si on veut, c'est pas une droite linéaire, mais elle est vraiment légèrement exponentielle et encore assez plate. Moi, ça me montre que peut-être la majorité de tes entraînements, ils ont souvent été effectués ici. Ou peut-être que toi, forcément, tu as souvent tendance à faire des longues distances, de l'ultra. Finalement, c'est des efforts qu'on doit tenir des heures et des heures sans se cramer et puis sans forcément se promener parce que c'est pas une promenade, c'est quand même une course au final. Ouais. Et donc, c'est des efforts que tu as l'habitude d'appréhender. Ouais. Et puis là, on le voit parce que au fait, tes valeurs de lactate, elles sont assez stables en fait de cette puissance-là à cette puissance-là. Donc là, on est sur entre 130 et 160. Ouais, okay. Donc tout à l'heure, je te disais que finalement, si je vais faire une sortie ou si même si je vais faire une course, je vais avoir tendance à me mettre justement dans ce wattage-là. C'est ça. Parce que je sais que je peux durer longtemps et puis que c'est de l'économie finalement pour moi. Ouais, c'est ça. Et moi, vraiment, là, on le voit vraiment avec cette cinétique de lactate. On voit que c'est des zones dans lesquelles toi, tu es à l'aise. Ouais. Okay. Et puis après, qu'est-ce qui se passe tout d'un coup à partir de 190 watts? On a une augmentation exponentielle de la lactatémie qui nous montre que tout d'un coup, il y a un changement interne qui fait que tu produis énormément de CO2, il y a des déchets métaboliques qui s'accumulent et toi, pour pallier à ça, tu dois hyperventiler pour essayer déjà de t'apporter le plus possible d'oxygène et puis surtout évacuer tout ce CO2. Et puis, on le remarque avec justement cette lactatémie qui est de plus en plus importante. Et puis ce deuxième seuil, il a été évalué autour des 195 watts. Okay. En dessous de 190 watts, tu es censé pouvoir tenir plus de 40 minutes, 1 heure dans ces zones-là. Et puis moi, si je te mets en dessus de cette zone-là, on dit que le deuxième seuil, on est censé pouvoir le tenir entre 20, alors la fourchette est grande, mais entre 20 et 60 minutes. Quelqu'un qui ne fait pas du tout de seuil, il va avoir de la difficulté à tenir 20 minutes cette valeur-là. Et puis quelqu'un qui a l'habitude de travailler au seuil, il pourra tenir plus longtemps. Par exemple, les coureurs de contre-la-montre, par exemple, si on se réfère au cyclisme, eux, ils ont des énormes capacités à tenir des hautes puissances pendant longtemps. Ouais. D'accord ? D'accord. Si je regarde ton profil de manière générale, ce que je peux dire, c'est que ici, là, donc entre les deux seuils lactiques ou ventilatoires, entre le premier et le deuxième seuil, on a quand même une assez grande
marge de travail, mais disons que la zone est assez grande. Et puis en dessous de ce premier seuil, eh ben, la marge elle est assez faible finalement. Donc moi j'aurais peut-être tendance à te dire que l'intensité en dessous de ce premier seuil, ben, il faudrait essayer de l'optimiser. Ok, donc travailler plus bas, à moins de 120 watts. Ouais, mais c'est cool ça. C'est cool, hein. C'est cool, c'est surtout ça. Le problème en fait, c'est que quand on va faire un entraînement, on n'a pas forcément envie de se mettre dans des zones trop faciles parce qu'on a l'impression qu'on transpire pas et puis qu'on travaille pas. Mais en fait, c'est un petit peu des fausses croyances. C'est souvent en dessous de ce premier seuil aérobie qu'on va développer toutes les capacités d'endurance. Et par exemple, moi j'habite à 1 heure de vélo électrique de mon travail. Et puis j'ai tendance à... là c'est clair qu'il neige et puis qu'il y a le gel sur la route. Mais quand les conditions sont un peu meilleures, j'ai tendance à faire 2 fois par semaine l'aller-retour. Ça fait 2 heures à justement un seuil très bas. Par exemple, là, ça pourrait être vraiment bien pour ajouter à mon entraînement. Exactement, je pense que c'est vraiment des compléments que tu peux ajouter dans ta routine hebdomadaire pour essayer de maximiser en fait ce volume passé en dessous de ce premier seuil d'endurance. Cool. Donc ça, je pense que c'est un premier point d'amélioration ou d'optimisation finalement. C'est le but, idéalement, c'est d'essayer de repousser ce premier seuil. On aimerait que ce premier seuil il arrive le plus tard possible pour qu'au fait, toi, tu puisses maximiser l'utilisation de ces lipides, de ces graisses le plus longtemps possible et épargner le plus longtemps possible tes glycogènes, tes réserves de sucre. Parce qu'en fait, le premier seuil, ça indique que là, je quitte déjà la filière lipidique, c'est ça? C'est ça. Alors pas complètement. En fait, on n'est jamais ou dans une filière ou dans une autre. Il y a tout qui est en parallèle et puis qui se superpose. Mais disons que majoritairement, là, tu brûles des graisses. Et puis à partir de là, tu commences à de plus en plus en fait, utiliser des sucres. D'accord. Ok. Moi, là où je suis assez surprise en bien, c'est que je trouve que tu as une capacité à monter assez haut finalement en fin de test. Donc tu as une puissance maximale qui est assez élevée. Tu as une résistance assez importante en fin d'effort. Donc finalement, en dessus du seuil, du deuxième seuil, il y a des choses qui se passent et il y a vraiment de la résistance. Donc moi, en fonction de ça, je trouve qu'au vu de la puissance maximale que tu as réussi à atteindre, ou du dernier palier que tu as réussi à atteindre, on devrait pouvoir avoir quand même ces 2 seuils qui se rapprochent de cette valeur finale. Ok, donc plus de pancartes. Un peu moins. un peu moins de tout ça. Mais voilà, t'adores ça, justement, ça se voit, tu vois. C'est maintenant, si on veut essayer de progresser, on doit pouvoir mettre des stimulus que t'as pas l'habitude d'utiliser. Et puis c'est ça qui va te faire progresser finalement. Si on reste dans les entraînements que tu as l'habitude de faire, on aura plus de difficultés de créer de la progression et de l'amélioration. Ok ? Mais je suis rassurée parce que j'avoue que quand je suis venue au test, je sais pas, c'est peut-être que vous aussi, ça vous fait ça, mais moi j'ai peur qu'on voit que du coup je m'entraîne pas. Non. Donc non, ça se voit, je m'entraîne. Alors moi j'arrive à déceler la manière dont tu t'entraînes et puis je peux te dire si cette manière-là, elle est ok et puis si on arrive à optimiser certaines choses finalement. Ouais, ok. Donc voilà. Donc après, on a aussi évalué ta consommation d'oxygène tout au long du test. Cette consommation d'oxygène, elle augmente de manière linéaire et puis à un moment donné, elle plafonne. Et puis finalement la dernière puissance à laquelle, si on veut la dernière puissance à laquelle, ou la première puissance à laquelle on a un début de stabilité de cette consommation d'oxygène, c'est là qu'on a cette dite VO2 max. D'accord. Okay. Cette consommation d'oxygène maximale, elle est à 55 ml par minute rapportée au poids de corps. Okay. Donc c'est une valeur là qui n'est pas absolue mais qui est relative à ton poids de corps. C'est-à-dire qu'en fonction de ton poids, cette valeur-là, elle pourrait changer. D'accord. C'est une valeur qui est excellente. Je dirais que par rapport à la moyenne de la population générale, on a quand même des références connues. Et puis tu es vraiment bien au-delà de ces références, de ces bonnes références dites excellentes. Donc pour ça, bravo. Et puis je pense que voilà, on voit aussi que c'est des types d'entraînement que tu as l'habitude de faire et que tu as exploité au mieux pour finalement booster cette valeur-là, quoi. Est-ce que là, on a la valeur de FTP ou pas ? Alors, ce deuxième seuil, en fait, le deuxième seuil lactique ou ventilatoire, il correspondrait plus ou moins à ce deuxième seuil. D'accord. À cette FTP. Okay. Maintenant, on dit souvent que le FTP,
il faudrait faire fois 0,95 pour arriver à une valeur de deuxième seuil finalement. Ok, en fonction de toutes ces valeurs, de toutes ces variables physiologiques, moi je t'ai établi des zones d'entraînement. D'accord. Donc ta première zone, la zone 1, c'est cette zone que tu vas utiliser quand tu récupères par exemple un test d'effort, puissance, c'est de sur vélo. régénération, je ne suis pas en train de travailler un seuil, rien du tout. Non, c'est ça. Parfait. Ensuite, la deuxième zone, zone 2, c'est dans cette zone-là que tu vas pouvoir développer ton endurance fondamentale et puis qu'on va essayer au fait d'optimiser ce premier seuil d'endurance. Ensuite, on a la troisième zone, donc c'est cette zone intermédiaire entre les deux seuils, entre le premier et le deuxième seuil. Puis finalement, cette zone-là, c'est cette zone que tu vas avoir en termes d'intensité, de charge sur des efforts très très longs. Typiquement sur tes sorties sur tes compétitions d'ultra, et ben, probablement que tu es la majorité du temps dans ces zones-là. Après, on a la zone 4, la zone puissance critique, qu'on appelle puissance critique. Et puis, c'est dans cette zone-là d'intensité que tu vas pouvoir essayer de travailler sur ton seuil, sur ton deuxième seuil, sur cette zone FTP que tu connais jusqu'à présent. Et puis, cette zone-là, elle va te permettre justement de booster un petit peu ce seuil-là, de le travailler, et puis d'arriver à résister plus longtemps dans cette zone d'intensité-là. Et puis finalement, la dernière zone, c'est cette zone 5, zone où on travaille finalement la VO2 max, la puissance maximale aérobie. Et c'est dans cette zone-là que tu peux faire, ou que tu as déjà souvent fait, tes fractionnés sur home trainer par exemple. Et puis on dit souvent que la puissance maximale aérobie, on est censé la tenir, c'est assez variable encore une fois, mais entre 4 et 8 minutes par exemple. C'est un petit peu dans ces zones-là, quoi. Donc si là, comme je résume, on est toujours au mois de janvier, j'ai une course au mois d'avril, donc dans 3 mois et demi, et puis une nouvelle course au mois d'août, donc dans 7-8 mois. S'il fallait faire un deuxième test, un troisième test, je ne sais pas combien, quand est-ce que tu les placerais dans l'année là? Alors je pense qu'un deuxième test, ça ne sert à rien de le faire 3 semaines avant la compétition, parce que ça ne laisse pas assez de marge d'adaptation ou de réactivité derrière. Donc je proposerais de refaire un test 2 mois, 3 mois avant tes premières compétitions. Mais voilà, toi tu as quand même souvent des compétitions, donc il faut essayer d'arriver à placer le test quand il est le plus avantageux pour ta préparation. Donc il y a la possibilité de le faire dans 2 mois si on pense que ça vaut la peine de le faire. Et puis sinon, peut-être une première course de pointage, je dirais début de saison en avril, pour voir si tu récoltes le fruit de ta préparation, où est-ce que tu en es, comment tu t'es senti sur le terrain au niveau de tes sensations et puis de tes résultats. Et puis après, de refaire une épreuve d'effort pour repréparer la deuxième partie de saison, je pense que ça peut être une bonne solution. D'accord. Si je te compare avec des références qu'on a dans le milieu de l'élite, t'es pas très loin de ces valeurs-là. Donc là, je t'ai fait un petit comparatif en fonction des valeurs des valeurs de référence au niveau national et international chez les vététistes. Et puis on voit que toi, typiquement, tu as une valeur, une puissance relative au deuxième seuil, par exemple, qui se trouve à 3,1. Et puis chez les élites, ça commence à 3,7. Il y a encore un petit gap à avoir pour arriver à ces performances-là. Mais au vu de ce que tu as fait, au vu du fait qu'on est quand même en début de saison, je pense que c'est des très bonnes valeurs et puis qu'il y a moyen de faire de belles choses pour la saison. Donc je crois qu'on a fait le tour. On a fait le tour. Très bon test, très bon premier bilan de début de saison, de début de préparation. Merci. On a quand même pas mal de points sur lesquels on sait qu'on peut travailler encore, sur lesquels on sait qu'on est bien. Où il y a déjà du bon travail qui a été fait jusqu'à présent, ou en tout cas des bonnes bases des années précédentes et puis du volume que tu as accumulé jusqu'à présent. Et puis je pense qu'avec tout ça, toi tu vas pouvoir partir sereinement avec des valeurs qui sont vraiment à toi, propres à toi, et sur lesquelles tu peux vraiment te faire confiance pour la suite. Je me réjouis de pouvoir donner toutes ces valeurs à mon coach, adapter mes entraînements et puis je crois que du coup il va falloir qu'on prenne rendez-vous. C'est ça. Peut-être après la Desertus Bicus, peut-être quelques semaines, le temps que je puisse aussi récupérer. Et puis pour voir si vraiment j'aurais réussi à optimiser ces premiers seuils et puis ce deuxième seuil. Exact, donc je pense que l'idéal c'est qu'on reprenne contact pour la suite et puis qu'on se refasse un point prochainement. Super.
En tout cas, moi, je vous conseille vraiment de venir voir Amélie pour faire aussi un test. Moi, j'ai appris plein de choses aujourd'hui. Je me réjouis vraiment là de retourner m'entraîner et de mettre tous ces conseils, voilà, de vraiment tout tester. Du coup, on va te mettre le lien de Test and Perf et de Amélie directement juste là, quelque part par là. On verra ce que François décidera de faire. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas de la commenter, nous mettre un like et puis de t'abonner à la chaîne pour pas manquer nos prochaines aventures. Allez, ciao ciao! C'est quoi ça? Qui c'est qui fait ça? C'est la bouchette. J'étais là, voilà. Attends, on va recommencer. Oh mon Dieu.